Et bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Speed Radio dans Entrée des artistes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième semaine de cette nouvelle saison sur Speed Radio. Nous sommes toujours accompagnés de nos deux de nos petites nouvelles chroniqueuses. Élise Juliani, bonjour. Bonjour. Oula, ouais. En train, oui. Bah ouais. C'est pas le matin pour tout le monde. Hein, mais il est 11h, c'est le matin. Pour Élise, il est déjà 14h. Bien sûr. C'est aussi sa troisième émission pour cette saison. Mélina Hoffman, bonjour. Bonjour. Il nous a manqué la semaine dernière pour la reprise et je vais dire la vérité, normalement il devait être avec nous la semaine dernière, mais il a eu un petit souci de santé le matin même. J'avoue qu'on était assez inquiets, mais il est avec nous ce matin. Et le plus important, c'est qu'il aille mieux. Zach Naranjo, bonjour. Je pète le feu. Voilà, c'était la con du jour. Voilà. Et pour les premiers invités de cette semaine, nous recevons Yann Roseau et Chérif Ethan Al-Ramla pour nous parler de la pièce Des ombres et des armes qui se joue depuis combien de temps maintenant à la Manufacture des Abbesses à Paris. C'est la combienième saison pour cette pièce? C'est la deuxième saison. Deuxième saison, voilà. L'année dernière de janvier à mai et on vient de reprendre. Et je n'entends que des retours dithyrambiques de ce spectacle. Et honte sur moi, je peux le dire, je ne l'ai malheureusement encore pas vu. Ouh. Oui, c'est pas bien, non mais tu peux me huer, je le mérite ouvertement. Alors Yann ou Chérif, lequel de vous deux veut nous faire un petit résumé de ce spectacle sur ce qu'il se passe? Peut-être Yann? Oui, en tant qu'auteur, j'ai essayé de bien sûr, oui. Sympa. Des ombres et des armes, c'est l'histoire c'est un thriller policier déjà sur l'après 13 novembre. C'est sur on suit un groupe de policiers en fait qui traque une cellule terroriste et qui dans une impasse et qui essaye de trouver une manière de résoudre l'affaire. Et la pièce se veut beaucoup plus large que ça aussi. Il y a la vie de ces policiers et leur épuisement par rapport à leur combat qu'ils mènent et qui est très difficile, et comment ils le gèrent. Ils sont plusieurs et ils le gèrent de manière très différente chacun. Et il y a aussi tous les autres personnages qui sont frappés par cette histoire, c'est-à-dire leurs proches, plus ou moins proches, et puis aussi les suspects. Et il y a dans la pièce deux suspects très importants qui sont des revenants, en fait. C'est le nom que les flics donnent à ces personnages, qui sont des gamins qui sont partis en Syrie pour faire le djihad et qui sont revenus, d'où le nom revenant. Et parfois, ils sont revenus très très vite et avec d'énormes regrets. C'était une erreur de gamin. Et le problème, c'est qu'il reste des suspects perpétuels parce qu'ils ont été en Syrie, qu'ils sont marqués par ça et qu'il est légitime en fait pour les flics de considérer que c'est des suspects. Mais certains de ces gamins essayent de reconstruire une vie normale et tout l'enjeu est de savoir est-ce qu'ils disent la vérité ou pas et comment est-ce que les flics gèrent ces suspects-là. Comment vous est venue l'idée justement d'écrire sur un thème aussi fort et aussi dur qui, je crois, est vraiment inédit au théâtre? Je ne crois pas qu'il y a eu de pièce sur ce thème-là qui a été jusqu'à présent écrit et monté. Il y en a eu très peu. Enfin, en tout cas, moi j'en ai vu une ou deux, mais très peu. C'est pas un sujet évident et facile. Et bien sûr. C'est un sujet récent aussi. On parle d'attentats qu'on a eu il y a 10 ans. Enfin, cette vague-là, en tout cas, a eu il y a une dizaine d'années. Donc, on a encore peu de recul. Il y a eu deux choses. D'abord, l'interview d'un flic. Le journaliste l'interrogeait sur le fait qu'ils avaient réussi à démanteler une cellule et sur leur fierté éventuelle d'avoir réussi à démanteler une cellule. Et lui, il répondait complètement autre chose sur le fait que c'était normal. En fait, leur réussite, c'était ce qu'ils essayaient de faire et que lui, il était hanté par les échecs, en fait. Et ça m'avait surpris, cette réponse, et vraiment étonné parce qu'il avait l'air de porter un poids par rapport à des échecs qui sont inéluctables. Comme dans tous les boulots, parfois on réussit, parfois on échoue. Sauf que quand ils échouent, eux, il y a des morts derrière. Donc c'est difficile à porter. Et le fait qu'il parle de ça de manière aussi directe, franche, alors qu'on ne lui posait pas la question, m'avait beaucoup marqué. Et l'autre chose, c'est sur les revenants, justement, sur ces gamins, parfois très radicalisés, mais parfois pas tellement radicalisés, qui partent un peu sur un coup de tête, parce qu'il y a un phénomène de groupe. Il y a beaucoup de phénomènes de groupe qui ont fait que des grappes comme ça de jeunes sont partis. Et certains sont revenus très vite et n'ont pas participé à des combats et voilà, et ont fait une erreur en fait. Et ils essayent de se reconstruire, de construire une autre vie. Ils ont appris, grandi, etc. Et il y avait eu aussi des reportages et des interviews sur ces gamins qui m'avaient pas mal marqué. Donc c'est deux axes principaux qui m'avaient fait envie d'écrire cette histoire et
d'explorer cette thématique. Et ce sont des axes qui, en plus, même là, je parle vraiment au niveau journalistiquement parlant, à l'époque où les attentats ont eu lieu, qui n'ont pas été les plus mis en avant. Non, Parce que les revenants, clairement, jusqu'à ce que vous en parliez il y a quelques secondes, je n'en avais jamais entendu parler. Il y a eu des choses. Moi, j'ai lu notamment un bouquin qui s'appelait Les Revenants, d'ailleurs, qui était très intéressant. Il y a eu des articles, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez perturbant, quoi. Oui, bien sûr. De penser que des gamins qui ont été faire le djihad soient maintenant des citoyens normaux et au-dessus de tout soupçon, c'est une idée qui est difficile à accepter. Voilà. Et d'ailleurs, la pièce n'est pas angélique là-dessus. Hein. Il y a deux personnages, ils sont des suspects. On ne va pas raconter tout, mais ils sont des suspects pour des vraies raisons. Et il y a un suspense jusqu'à la fin sur le fait qu'ils soient leur degré d'affiliation à cette idéologie. Et puis il y a des revirements aussi. On n'est pas un bloc. Il y a un personnage qui a complètement changé de vie et à un moment, parce que les policiers lui mettent une pression incroyable, peut-être qu'il se pose des questions sur sa loyauté envers ses anciens amis. Donc il y a une zone grise comme ça que je trouvais très passionnante à explorer, notamment sur le personnage d'Abdel, qui a tout fait pour essayer d'avoir une vie normale, mais qui est sans cesse renvoyé à ça. Est-ce qu'il est coupable d'avoir fait ce choix-là et qu'il est coupable à vie, ou est-ce qu'il est victime d'une certaine forme de persécution policière alors qu'il n'y a pas de fait qui le rendent un suspect de cette tentative d'attentat-là qui est en train d'être préparée dans la pièce. Donc c'est historique parlant, mais c'est surtout, quand on entend la manière dont vous le racontez, très psychologique. C'est très très psychologique, parce que là on est vraiment au-delà du côté historique. Là on est vraiment plus dans la psychologie des personnes, j'allais dire des dommages collatéraux, c'est horrible comme nom, mais aussi... Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est des hommes et des femmes, les policiers, qui ont tous des histoires, hein, des passés, et qui se débattent avec ce qu'ils font, et c'est un truc extrêmement violent. Et puis les autres personnages ne sont pas des flics aussi, d'ailleurs, on est tous marqués par cette histoire, d'une manière ou d'une autre, quand on a été touché par des attentats, effectivement, mais encore plus, mais en fait c'est peu de gens, en vrai, en termes de nombre de personnes. Mais on est tous un peu marqués par cette histoire, ça a tous un impact sur nous, quoi. Et la pièce explore l'impact que ça a eu sur les gens qui sont plus proches, les flics. Il y a aussi un personnage qui a été témoin d'un attentat et qui est complètement traumatisé par ça. Il n'a pas été victime, etc., mais qui a énormément de difficultés à s'en remettre et qui cherche une porte de sortie. Comment vivre sa vie alors qu'il est hanté par ce souvenir-là. Et donc la pièce est assez large, une quinzaine de personnages en fait qui sont tous marqués par cette histoire, et j'essaye en tout cas de raconter des histoires denses, de ne pas avoir des personnages qui soient trop caricaturaux. Et voilà. Il faut rester le plus proche possible de la réalité. Alors il y a ça aussi, effectivement, il y a des djihadistes aussi crue soit-elle, qui frappent, qui tuent des centaines de personnes. Leur part d'humanité, très franchement, moi j'ai du mal à la trouver. Donc voilà, il y en a un dans la pièce qui a deux scènes et qui est pas le personnage le plus intéressant de la pièce, très honnêtement, mais qui est important. Il doit être là parce que la menace de mort, c'est lui qui la porte. Un personnage comme Abdel m'intéresse beaucoup plus parce qu'il il a fait des choses, il a fait ce choix. C'est un gamin, d'accord, mais il est quand même parti en Syrie, il a quand même suivi ce truc-là, donc il porte ce choix-là avec lui. Mais en même temps, il s'est construit une vie depuis, il a fait des efforts immenses et surhumains pour couper les ponts avec son ancienne vie et son ancienne idéologie, et pour se construire une vie normale, quoi. Donc et le fait qu'il soit rattrapé par les policiers qui le considèrent toujours comme un suspect le confronte à son passé et à ses choix. Et cette situation-là, par exemple, je la trouve passionnante à explorer. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette pièce. Vous êtes donc vous nous avez dit, oula pardon, c'est le matin, on sent que il y a un petit bug là, ça y est, c'est le matin. Il y a une quinzaine de personnages. Vous avez dit, vous êtes combien de comédiens au plateau? 7. 7 comédiens. 7 comédiens. On va tous les citer avant d'aller directement dans le vif du sujet avec celui qui est avec Sharif, qui est présent avec nous. Il y a Sophie, alors on dit Von Lanten ou Von Lanten? Von Lanten, Aurélie Cuvelier-Favre, Matej Hoffman, Romain Julian, Melki Izouzi, Loïc Risser et Chérif Ethan Al-Ramla qui est avec nous ce matin avec Yann. Alors, pour rentrer pour explique-nous un peu qui sont tes personnages, parce que tu interprètes plusieurs personnages dans cette pièce. Ouais, moi j'interprète 2 personnages ennemis.
Non, tout j'en ai 3, mais un qui a simplement une petite apparition. J'ai donc les 2 revenants, Sofiane et Abdel, et Yazid, qui est un policier aussi de la DGSI, mais d'une autre cellule que nos protagonistes principaux. Comment es-tu venu sur ce projet? Par casting ou c'est vraiment que lorsque le projet s'est mis en route, peut-être Yann, vous aviez déjà une idée, vous connaissiez peut-être Chérif avant et vous sentiez qu'il avait... Non, pas du tout. Moi, j'ai fait un casting. Voilà, j'aime bien prendre certains acteurs que je connais sur chaque pièce, mais aussi de ramener du sang neuf. Quoi, et j'aime bien faire des castings. C'est un moment que je trouve assez excitant de trouver le bon acteur pour le bon rôle. Donc c'était un casting un peu long et un peu difficile parce que c'est un personnage. Enfin, ces 2 personnages sont très jeunes, donc il faut des acteurs jeunes. Et en même temps, c'est pas les rôles évidents, donc il faut des acteurs qui ont une expérience, ce qui fait que c'est pas possible. Donc il faut trouver un peu la perle rare. Donc on a cherché longtemps. Et Chef d'ailleurs est un des derniers acteurs à être venu au casting. Je crois que c'était le dernier jour. On se disait là faut quand même arrêter et trouver quelqu'un parce que voilà. Et j'étais très excité de le voir arriver. Et alors comment as-tu travaillé ces 2 personnages, ces 2 revenants pour la Oula. Alors moi je suis syrien. Mon père a été pris par la guerre assez jeune, et donc tout le folklore, toute l'histoire occidentale qu'on raconte sur la Syrie, j'étais déjà très proche. Mais l'ayant vécu aussi pas mal, je savais ce qui était vrai, ce qui était moins vrai, et surtout la zone grise extrêmement complexe et dure à comprendre, à explorer. Donc en tant que comédien, ça a été pas facile parce que Abdel a certes fait de grosses erreurs, mais il y a aussi des éléments extérieurs à lui qu'il ne peut pas vraiment maîtriser. Et donc trouver cette frontière entre ce que j'ai fait et ce que je représente a été la plus grosse première pour le personnage d'Abdel. Et puis pour le personnage de Sofiane, qui lui, pour le coup, est un enfant. C'est d'ailleurs comme ça la première chose que tu m'as précisé au casting, Yann. C'est qu'il n'était pas encore assez mature pour comprendre toute la situation, et c'est, en tout cas j'estime personnellement, l'une des principales raisons pour lesquelles on peut avoir des vagues en masse de jeunes qui partent en Syrie pour essayer de rétablir une idéologie qui est certes compliquée et un peu une histoire qu'on raconte pour les faire venir, ces jeunes, mais qui aussi part d'une réalité très dure de l'arabe en France. Donc ce sont 2 personnages qui sont très très passionnants pour moi d'interpréter. Vous avez jamais eu, je vais peut-être dire une bêtise, parce que c'est un thème qui est assez fort et qui va toucher énormément de gens, surtout de la manière aussi, je vais dire, crue et nette que vous l'avez écrit, Yann. Est-ce que vous avez déjà eu, sur la première programmation en tout cas, puisque la deuxième vient juste de démarrer, des gens qui vous attendaient à la sortie et qui vous ont dit mais j'ai vécu ça, ou qui ont connu des gens qui ont vécu ça? Non, mais on a fait on fait des rencontres avec le public. D'ailleurs, on en fait une bientôt, je crois, la semaine prochaine. Le 20 septembre. 20 septembre, voilà. Donc, on des rencontres avec l'équipe, voilà, on débat avec le public, donc ça c'est intéressant. Et des gens qui ont été touchés aussi près, non, mais par contre des gens qui ont été victimes de racisme, parce que la pièce parle aussi beaucoup de ça, du racisme dans la police. Et du racisme qui existe. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle Abdel et Sofiane se retrouvent à partir. C'est évidemment pas la seule et c'est pas une excuse, mais oui, bien sûr. Ça fait partie de la réalité. C'est 2 Français qui sont nés et grandis en France et qui ont été confrontés toute leur vie à ça. Et quand des gens d'une communauté leur disent mais en fait t'es plus de notre communauté que français, quand ça peut résonner chez certains très jeunes, chez certains immatures comme Sofiane ou influençables comme Abdel à un moment de sa vie. Donc la pièce parle de ça et on a eu effectivement des débats là-dessus où les gens, ça résonnait quelque part, ce sentiment parfois d'être rejeté de leur pays en fait. Donc là-dessus on a eu quelques retours.
Une quête de repères aussi, hein, quelque part, c'est ça. Hein. Et c'est intéressant en effet de le comprendre parce que de comprendre toute la complexité de ce qui se joue autour de ça peut permettre de mieux appréhender les choses et c'est assez passionnant. Après, moi, cette je voulais manière pas que les personnages arabes soient uniquement des suspects ou des djihadistes, etc. Donc il y a aussi un personnage dont on n'a pas parlé mais qui est très important, qui est un flic qui est arabe et qui lui impliqué totalement dans la DGSI et qui est infiltré d'ailleurs dans une cellule djihadiste au début et qui se débat avec ça, avec l'espèce de racisme qui existe dans la police. On a essayé d'en parler frontalement sans dans une caricature où tous les policiers sont racistes évidemment, mais j'ai essayé de trouver des moyens de le faire exister. Et lui, il vit ça, il a une loyauté totale envers son travail et son métier. Et en même temps, il voit bien que pour certains de ses collègues, il est d'abord arabe. Et je trouve que c'est aussi important de raconter ça et de ne pas limiter. Quand on fait une pièce comme ça, en fait, il faut trouver des équilibres en fait, et d'avoir que des personnages arabes suspects par exemple, ça serait un énorme problème pour moi. Oui. Et donc ce personnage-là est très très important pour l'équilibre de la pièce, un des personnages principaux, hein, c'est pas juste un faire-valoir. Et voilà, le fait de parler de racisme dans la police aussi est quelque chose d'assez important. C'est très compliqué de parler de ça sans tomber dans la caricature. Donc voilà, j'ai essayé de le faire de manière, j'espère, un peu originale et pas trop caricaturale, mais ouais, c'était important. Et justement, lorsque vous étiez dans les étapes d'écriture de cette pièce, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, si je parle de ça d'une manière aussi, comme j'ai dit, crue et nette, parce que c'est vraiment, ça projette vraiment la réalité de notre monde, est-ce que vous vous êtes dit, non, là, je vais peut-être trop loin, ou on va me dire que je vais trop loin? Parce que vous étiez tout simplement vraiment proche de la réalité. Ouais, non. Moi, j'essaie d'écrire sur ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit et d'être le plus honnête possible. La manière dont les gens le reçouvent et s'approprient la pièce, après, c'est presque plus mon problème. J'essaie de ne pas faire d'erreur, d'être honnête et d'écrire des personnages qui soient le plus complexes possible, le plus sincères possible. On ne maîtrise rien sur la manière dont les gens le reçoivent. Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Ils vont la détester. Voilà, on n'a pas vraiment de maîtrise là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un sujet délicat et qu'il faut faire attention. Il y a un respect aux victimes aussi. Bien entendu, oui. Voilà, donc le personnage de la victime, même s'il était que témoin, est aussi très important pour l'équilibre. J'aurais été mal à l'aise de ne pas explorer ça dans une pièce qui parle de ce sujet-là. J'aurais été mal à l'aise aussi de ne pas parler de racisme du tout. Et c'est un sujet qui est très compliqué, le racisme dans la police, sans tomber dans la caricature. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, une grosse partie de la pièce est sur la traque d'une cellule djihadiste, mais il y a aussi la question du potentiel terroriste d'extrême droite qui plane sur la pièce, qui est une intrigue secondaire, mais qui est quand même assez importante, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, en fait, les effectifs de la DGSI changent selon les menaces. Il y a 30 ans, ils avaient une grosse partie de leur force qui était axée sur le terrorisme corse, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur les djihadistes. Mais il y a de plus en plus de ressources mises sur l'extrême droite parce qu'ils savent que c'est quasi inéluctable. Que, comme ils le savaient il y a 15 ans qu'il y aurait une vague de terroristes djihadistes, ils savent aujourd'hui qu'il y a une montée de cette menace-là. Il y a une cellule qui a été démantelée il n'y a pas très longtemps, qui était pas loin de passer à l'acte. Et ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver. Donc il y a de plus en plus de ressources qui sont mises là-dessus. Et la pièce explore ça aussi, cette montée parallèle d'un potentiel terrorisme d'extrême droite. Et quand j'ai reçu la pièce, personnellement, l'une des premières choses que je me suis dit, c'est « Ah, génial, ça a été recherché ». Parce que ça se sentait simplement dans le texte. Le nombre de... Enfin, j'avais déjà reçu 2 ou 3 rôles à peu près similaires pour surtout l'audiovisuel, que j'ai refusé, même pour de simplement passer le casting, parce que ce n'était pas recherché. Du tout. Et ce qui m'a tout de suite plu dans la pièce de Yann, c'est que j'avais l'impression que la personne qui écrivait savait de quoi elle parlait. Oui. Et moi je me suis non mais c'est vrai moi ça m'a c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite accepté le projet avec grand plaisir, parce que non seulement tu savais de quoi tu parlais, mais en plus j'avais vraiment l'impression dans la manière dont tu nous as dirigé, en tout cas pour moi, de pouvoir m'autoriser à moi parler de ce que moi je connaissais. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans toute l'équipe. J'ai l'impression qu'on essaie tous de parler assez sincèrement
de choses que on n'a évidemment jamais faites, hein, des actions extrémistes, oui, mais qui sont des choses fondamentalement humaines. Et je pense aussi que c'est pour ça que n'importe quel public peut recevoir cette pièce. Parce qu'en réalité, on parle juste d'êtres humains, qui soient fascistes, qui soient nazis, qui soient musulmans, islamistes, terroristes, simplement des gens un peu à côté qui s'en prennent plein la gueule. Et ça, c'est des thèmes assez universels. Voilà. Et on a le temps d'une question ? Oui, bien sûr. Oui. Toi, sur la préparation du rôle, justement, tu as regardé des vidéos, comment tu t'es nourri au-delà de toi, tu disais que tu vu ta famille, tu connais en tout cas ce qui est vrai et ce qui est faux, tu disais. Ouais. Mais pour vraiment plonger dans la psychologie et essayer de les comprendre, parce qu'il faut quand même avoir toujours de l'empathie pour les personnages qu'on joue. Comment ça a été quoi ton process Mon premier process, ça a été évidemment de lire la pièce. Ouais. Après ça a été de lire un maximum des ressources que Yann m'a données pour que je comprenne la vision que lui voulait du personnage. Et par exemple, Les Revenants de David Thompson, qui était un peu une bible, parce que du coup, c'est un recueil de témoignages de personnes qui sont parties en Syrie pour faire le djihad, pas qu'en Syrie, mais principalement en Syrie. Et puis, ça a été aussi un travail de témoignage pour moi, demander à des connaissances qui avaient vécu ça, ou en tout cas qui se rapprochaient de ça. Et comme tu l'as dit, sinon c'est vraiment juste très personnel et de moi, le rapport que j'ai avec la police, le rapport que j'ai avec mon pays d'origine, le rapport que j'ai avec l'extrémisme qui n'est pas du tout dans mon quotidien, mais qui pourtant, dès qu'on sort le mot Syrie, on ne pense qu'à ça. Ouais. Alors que pour moi, la Syrie, c'est pas d'abord c'est un pays, les faux c'est un pays. Et c'est surtout un pays absolument magnifique. Ouais, donc ça a été ça. Et puis après, sur les répétitions, quand on est parti vraiment dans le vif du sujet, ça a été... Je devais me battre avec moi-même, surtout sur le personnage de Sofiane, pour ne pas faire quelque chose de cliché et de ce que j'attendais qu'un metteur en scène blanc me dise. Parce que c'est mon premier rôle professionnel dans une pièce. Et je voulais tellement bien faire. Et je me suis dit, bien faire pour un metteur en scène blanc, ça va être ça. Ça va être un mec wesh qui est fatigué. Alors que c'est pas du tout ce que tu me demandais. Tu m'as jamais demandé ça, Yann. Et donc après, ça a été un travail de bataille contre moi-même et mes propres préjugés de personnes arabes. Et après, sur les représentations, c'est juste du développement, et ça, c'est juste du kiff. C'est clair. Tu as amené des choses personnelles ? On va juste devoir marquer la première pause musicale avec Adamé qui va nous interpréter Le Coup de Soleil. Et on revient dans quelques instants avec nos chers invités. Et promis, Isaac, tu poseras ta question en premier. J'en poserai une autre. Voilà. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Speed Radio, sur Rentrée des artistes, toujours avec Yann Rezo et Chérif Etanel Ramla pour parler de la pièce des ombres et des armes que Yann a écrit, mis en scène. Pardon, oulala, j'ai encore du mal à parler et pourtant il est déjà 11h30, c'est un problème ça. Et dans lequel Chérif joue. Juste avant la coupure pub, tu avais une question à poser, Zach. Tu vois, je n'ai pas oublié. Moi j'ai oublié. Faut dire que la coupure pub a duré que 2 minutes. Hein. Non, je voulais savoir si toi, Chérif, tu avais apporté des choses personnelles au niveau du texte ou comment ça s'était passé justement ce travail-là sur ce personnage. Est-ce que vous avez collaboré ensemble justement pour modifier des choses ou... Non, je vais vous répondre parce que Chérif a réfléchi, mais non, j'écris le texte seul. C'est un truc. Voilà, j'essaye avant de proposer à les acteurs d'avoir un texte qui soit le plus abouti possible. Après, en répétition, il y a des petites choses qui bougent à la marge, quoi. Des phrases que les acteurs peuvent s'approprier différemment, mais c'est vraiment de l'ordre du détail. Oui. Complètement. Non, sur un sujet comme ça, en plus, faut quand même maîtriser le sens de ce qu'on raconte, tout de trucs d'écriture collective, d'écriture au plateau. Donc, moi, je suis pas fan, mais sur un sujet comme ça me paraît vraiment très très compliqué. Je comprends. Quand même être très sûr de ce qu'on veut raconter, quoi. Parce que du coup, vos recherches, combien de temps vous passez justement avant de vous atteler à l'écriture pure et dure ? Ça dépend des sujets, évidemment. Celle-là, il y a eu pas mal de recherches quand même, pas mal de livres et de rencontres avec des gens. C'est difficile à quantifier en fait parce que l'écriture aussi, elle commence un peu en parallèle de certaines recherches, puis après ça change. Donc
peut-être un an et demi en tout à écrire les recherches, mais en vrai, est-ce que j'ai pas commencé à faire des recherches des attentats de 2015 c'est possible. En fait, cette interview dont je parlais du flic, je sais même pas de quand elle date. C'est un truc que j'avais lu dans un journal et je me suis dit putain, voilà. Et puis peut-être 2 ans après se passe et j'ai gardé ça en tête quelque part. Et puis tout d'un coup, il y a cet article que je vois sur les revenants. Et puis tout d'un coup, je me dis en fait, il y a des histoires à raconter qui sont pas mal. Et puis ça commence comme ça, quoi. Mais c'est un temps qui peut être très long de maturation avant vraiment de se décider à écrire. Ouais. Mélina, tu as vu le spectacle. Absolument. Et je sais que tu voulais en dire quelques mots. Le micro est à toi. Absolument, j'ai préparé une petite chronique. Des ombres et des armes, tout ce que j'aime. Non, bon, je m'explique, je ne suis ni dépressive ni psychopathe, simplement, depuis toute petite, je suis passionnée, fascinée, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié, par les tueurs en série, les criminels, ces êtres qui ont plus ou moins soudainement basculé du côté obscur. Comme Jean-Claude Roman, cet homme qui s'était inventé une vie en se prétendant médecin à l'OMS pendant 18 années, avant de finalement massacrer ses parents, sa femme, ses enfants, et de se suicider étouffé par le poids du mensonge qui était sur le point d'être révélé au grand jour. Un exemple que je n'ai évidemment pas choisi au hasard, puisque c'est dans cette pièce, Le poids du mensonge, qui se jouait d'ailleurs également à la Manufacture des Abbesses et qui nous replongeait dans cette affaire criminelle terrifiante, que j'ai découvert Sophie Van Lanten, qui est l'une des comédiennes qui joue à tes côtés, Shérif. Passionnée depuis toute petite, disais-je, et oui, pendant que vous regardiez Père Castor, oui, et que vous lisiez Chair de poule, moi je regardais Faites entrer l'accusé et je lisais Pierre Bellemare. Entre 2 épisodes de Oui et Père Castor, cela va sans dire. D'ailleurs, pour tout vous dire, les 2 métiers que je rêvais d'exercer quand j'étais petite, c'était animatrice télé et profileuse. Alors, animatrice télé, j'y travaille. En revanche, profileuse, je me suis rapidement rendue à l'évidence, ce n'était pas fait pour moi. Le sang, les ambiances sombres, la violence, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que... je suis pas fan, on va dire. Alors je me contente aujourd'hui de binge-watcher toutes les émissions d'enquête criminelle existantes, de dévorer des polars et d'écrire de temps à autre des articles sur les plus grands tueurs en série parisiens, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais revenons-en à notre spectacle du jour, ou plutôt devrais-je dire à notre thriller policier du jour, je vais le prononcer à la française, ce sera plus facile, qui nous plonge au cœur de la lutte antiterroriste où, comme dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On suit un groupe de la DGSI qui traque un dangereux djihadiste après une intervention qui a mal tourné et dans un contexte, on le disait, où l'extrême droite se fait de plus en plus menaçante. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants n'est peut-être pas si fortuite que ça. La situation n'est donc pas des plus simples et ce qui va la compliquer encore un peu plus, c'est qu'au sein de cette équipe, les convictions de certains vont venir s'opposer aux obsessions des autres et c'est sur un fil que tout ce petit monde va avancer tandis que nous, spectateurs, attendons de voir qui perdra l'équilibre le premier et fera tout basculer. Et franchement, on est pas mal baladé et on aurait bien du mal à dire dès le début lequel de ces personnages va poser le plus de problèmes. Je vous le dis, j'ai adoré cette pièce que vous avez écrite et mise en scène, Yann Rezeau. Et pour plein de raisons. Déjà parce que les intrigues policières au théâtre, ce n'est pas si fréquent et c'est bien dommage. Ensuite parce que c'est un genre exigeant, ou en tout cas avec lequel je pense que le public est particulièrement exigeant. Forcément, habitué aux films et séries qui abondent dans la matière, on s'attend à y retrouver le même rythme, la même tension, le même suspense, la même intensité de jeu, la même vraisemblance, ce qui forcément est tout de même plus complexe à faire exister sur une scène de théâtre. Et pourtant, vous y êtes fort bien arrivés. Il faut dire aussi que vous vous êtes sacrément bien entourés. Quelle est belle, cette équipe de comédiennes et de comédiens qui nous tiennent en haleine pendant presque 2 heures. Chérif Ethan Al-Ramla, tu es d'une sincérité et d'une puissance bouleversante dans ce personnage d'Abdel, ce revenant, ainsi que l'on appelle, comme on le disait, ceux qui sont partis en Syrie pour se radicaliser, puis sont finalement revenus en France pour se ranger dans une vie tranquille. Il est probablement d'ailleurs le personnage qui nous fait le plus tanguer d'une émotion à l'autre, à la fois touchant et troublant. On a tellement envie de le croire quand il clame avoir changé de vie, et en même temps on a du mal à renoncer à une certaine méfiance, à des préjugés à l'égard de celui qui, un jour, s'est aventuré sur la voie du terrorisme. Un autre personnage que j'ai adoré, c'est celui de Katia, jouée par Sophie Van Lanten, cette flic si complexe et captivante elle aussi, avec son passé trouble et ce fils engagé dans un combat pour la race blanche aux côtés d'un autre personnage néofasciste. 2 rôles très délicats d'ailleurs qui nous glacent le sang, interprétés par Gabriel Valadon et Matej Hoffman, avec lequel je n'ai aucun lien de parenté pour ceux qui se demanderaient. Sans vous en dire plus sur l'intrigue et ses nombreux rebondissements, je vais bien sûr aussi citer le charismatique Melki Izouzi, ainsi que Loïc Risset et Romain Julian, sans oublier Aurélie Cuvelier-Favier, qui est une comédienne que j'apprécie tout particulièrement et qui, ici encore, et même si ses rôles sont plus secondaires, est admirable. Et ce qui est particulièrement réussi avec tous ces personnages, c'est qu'ils nous apparaissent dans toute leur complexité, dans toute leur humanité, finalement. Chacun d'eux nous dévoile ses failles, ses fragilités, ses contradictions, ses combats intérieurs, ses ombres, finalement.
Il n'y a pas de méchant ni de gentil, on ne cherche pas ici à juger, ni à condamner, et encore moins à stigmatiser. Ce que vous donnez à voir avec talent dans cette pièce, Yann Roseau, ce sont des faits. La réalité d'une situation révélée, elle aussi, dans toute sa complexité, ce qui nous invite à nous questionner et à ouvrir notre regard à différentes perspectives. Et puis, il y a beaucoup de rythme, de tension. L'intensité de l'intrigue est soutenue par la scénographie astucieuse de Goury, avec ses panneaux mobiles qui se déplacent sans cesse pour nous faire passer d'une scène à une autre, ainsi que par la musique, ou encore les lumières d'Elsa Révol qui installent une atmosphère pesante. J'avais envie de tous les citer parce qu'ils ont tous vraiment un rôle important dans ce spectacle. Bref, le défi était audacieux, il est relevé. Je vous invite donc vivement, chers auditeurs et auditrices, à éteindre Netflix et à aller voir Des Ombres et des Armes à la Manufacture des Abbesses à Paris. Vous verrez, vous ne serez pas dépaysés. Merci beaucoup, Mélina. C'est vrai que ça donne encore plus envie de venir découvrir ce spectacle. Donc, on a précisé que c'est à Paris. Vous jouez jusqu'à quand, là, pour le moment? Pour l'instant, jusqu'au 3 novembre. Jusqu'au 3 novembre. Est-ce qu'il y a une éventualité des dates de tournée qui vont peut-être venir? Parce qu'on peut peut-être les dire aux auditeurs s'il y a des dates de prévues. Chérif est en train de regarder quand c'est. Je sais plus. On a une date de tournée à Noisy-le-Grand le 7 octobre. À vos agendas. Le 7 novembre. 7 novembre à Noisy-le-Grand. Donc, ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à... Bon, Noisy-le-Grand, c'est quand même pas loin de Paris non plus. Ceux qui vivent à Noisy-le-Grand. C'est ça. Oui, voilà. Oui, mais si vous n'êtes pas jusqu'à Paris, Noisy-le-Grand, vous êtes un petit peu feignant quand même. Hein. Donc, là, ils viennent chez vous le 7 novembre. Faut pas hésiter à venir le voir, ce spectacle. Petite question, parce que c'est vrai que je l'ai posé aux autres invités, j'y ai pas pensé tout de suite. Est-ce que le texte de la pièce Des Ombres et des Armes a été édité ou pas? Pas encore. Au cas où, parce que pour ceux qui veulent venir voir le spectacle et qui ont envie de repartir avec le texte parce qu'ils ont aimé le spectacle, on leur a dit bien. Donc, c'est peut-être à venir, on ne sait jamais, parce que ça peut être un texte qui est très intéressant. Oui, Mélina, pardon. Mais oui, en fait, j'ai déjà envie d'ajouter quelque chose. Alors vas-y, je t'en prie, rajoute. Non, mais à l'attention des gens, je pense que c'est important qui nous écoutent, des gens qui peut-être ne sont pas si familiers que ça du théâtre, qui n'ont pas trop l'habitude d'y aller. J'imagine qu'il y en a peut-être qui nous écoutent. Ce qui est super, c'est que votre pièce, c'est typiquement le genre de pièce qui facilite l'accès au théâtre, parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller, comme je le disais, on a vraiment l'impression à certains moments d'être devant une série télé, non pas que ce soit à ça qu'on aspire ou voilà, de dire que l'un est mieux que l'autre, mais pour les gens, c'est vrai, qui pensent que le théâtre, c'est pas forcément fait pour eux ou qui vont s'ennuyer, eh bien, c'est super d'aller découvrir votre spectacle, voilà, peut-être d'aller pour la première fois au théâtre pour découvrir votre spectacle, parce qu'on se rend compte à quel point c'est vivant, c'est vraiment du spectacle vivant. Et vraiment, on pourrait avoir l'impression d'être devant un écran plutôt. Et donc, soyez vraiment curieux. Voilà, je trouve ça génial. Vous rendez le théâtre accessible à tous avec ce genre de pièces, et c'est hyper précieux, je trouve. Bien, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi. On fait du théâtre contemporain en dehors des pièces que j'écris, le théâtre La Manufacture des Abbesses que je dirige avec Sophie Venanton. On essaye de faire du théâtre contemporain et de faire des pièces à la fois très ambitieuses mais aussi accessibles, quoi. Voilà, donc on essaye effectivement d'inviter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui ont une image très sacralisée comme ça du théâtre, de venir voir ça et de découvrir ce que peut être le théâtre aussi dans un style très réaliste et très, très concret et très politique et très sociétal, et voilà, c'est aussi un thriller et très humain et très humain, et je pense que on a très envie, nous, de faire découvrir, on adore. Il y a quelqu'un qui est venu la semaine dernière qui n'était jamais venu au théâtre de sa vie et qui avait 85 ans et qui retournera sûrement après avoir vu votre pièce. J'espère. En tout cas, c'est une grande fierté aussi de pouvoir attirer des gens sur des sujets comme ça, voilà, en espérant que ce soit même mieux que sur des séries, parce que c'est du spectacle vivant, et puis c'est une valeur différente et un peu magique comme ça, donc c'est une expérience à faire. Et puis à jouer, c'est absolument parce qu'en fait la pièce est très dynamique, les scènes sont relativement courtes, je veux dire, en tout cas pour ce qui se fait actuellement à Paris, et il y a une tension qui est là du début de la première scène à la fin. Je vais vous spoiler peut-être juste la première réplique. D'après la première J'ai spoilé la fin de la pièce. Non, la première réplique, c'est j'ai envie de sortir mon flingue et te tirer dessus. Et à partir de ce moment-là, ça met clairement l'ambiance, et ça ne s'arrête pas du début à la fin. Complètement. C'est un tout petit peu sentencieuse, il y a une espèce de second degré quand même. Évidemment. Voilà,
Mais effectivement, on est dans le vif du sujet tout de suite, c'est clair. La première phrase qui m'amuse un peu, parce qu'elle est très, très agressive et un peu drôle. Complètement. Et puis d'ailleurs, toutes les répliques sont très parlées. Ça a d'ailleurs été un des gros process de la création du personnage, c'est de comprendre tous les changements de pensée qu'il y a dans chaque dialogue, parce que c'est tellement compliqué, donc il y a beaucoup de pensées qui arrivent dans la tête de ces personnages et il faut qu'ils arrivent à bien... comment est-ce qu'on dit ? S'organiser, de structurer leurs pensées. Et rien que ça, en fait, en tant que comédien, t'es obligé de constamment être là à 100%, parce que t'as tellement de trucs à penser. Et ça ajoute, je pense, clairement une tension qu'il a du début à la fin. Et un réalisme aussi. Et un dynamisme, en plus de ça. Ouais, non, vraiment, allez voir voilà, j'ai bien... C'est les vendredis, samedis à 21h et les dimanches à 17h au Théâtre de la Manufacture des Abbesses. Ah, le dimanche aussi. Bah tiens, j'ai plus d'excuses pour ne plus pouvoir y aller maintenant. Ça joue le dimanche. Là, il y a Aurélie qui va m'appeler. Alors, tu viens le dimanche maintenant, tu peux venir. Elle est capable de le faire. On l'embrasse, bien sûr, Aurélie. On embrasse toute l'équipe. On embrasse toute l'équipe, oui, bien sûr. Et toute l'équipe aussi de la Manufacture des Abbesses, parce que c'est un théâtre où on est toujours superbement bien accueillis. Et bien assis, oui, il faut le dire. Oui, d'ailleurs. C'est important. C'est un théâtre qui a vraiment une haute qualité déjà d'accueil, de confort et de programmation. Vraiment, oui, depuis les quelques années où j'y vais, c'est toujours la très bonne qualité de spectacle que moi je vois là pas personnellement. Et nous ne sommes pas payés pour dire ça. Je le précise. Non, j'ai pas eu mon budget pour acheter des journalistes. J'ai pas eu mon chèque moi d'ailleurs. Pour justement pour parler de qualité. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, le temps qui nous était imparti étant malheureusement parti, notre cher... Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, ne commence pas. Notre chère et adorable petite nouvelle, ici à ma droite, Élise, n'a pas eu l'occasion de dire pourquoi elle était là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait là ? On ne sait pas non plus. Elle a vu la lumière, elle est rentrée. Enfin, non, même pas, elle est restée parce qu'en fait, elle est plus souvent sur Speed Radio. J'avoue, maintenant, je reviens beaucoup trop s'il y a souvent la lumière. Ouais. Donc, explique-nous en quelques termes, parce que ça va être très rapide, parce que c'est vrai que ça fait 15 émissions, donc les présentations, évidemment. Les auditeurs, allez, encore Élise. Non, mais en quelques mots. Sur la question, encore elle, bah oui, elle est encore là. Eh bien, vu que moi je suis humoriste et comédienne dans la vie, le but c'est de faire des petits billets d'humeur en fonction de l'actu pour un peu se donner du sourire dans ces temps moroses, ces temps politiquement compliqués, ces temps de rentrée des classes. Donc voilà, le but, c'est de poser un petit œil rigolo sur ce qui se passe, avec évidemment un lien avec l'artistique, puisque c'est quand même Speed Radio. Donc, toutes les semaines, une petite chronique, en tout cas quand je suis là, une chronique. Oui, quand tu n'es pas là, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est le but officiel. Le but officieux, le vrai but, c'est de te choquer à chaque fois, Nadir. Oui, parce que on va être très clair avec nos chers auditeurs, pour ceux qui n'étaient pas là au début. La saison dernière, elle est venue en tant que chroniqueuse guest. Zach était là et elle nous a fait un billet d'humeur sur un thème d'actualité, mais auquel on pensait absolument pas. C'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Les jeunes ne baissent toujours pas. Ah oui, ils baissent toujours pas. D'accord, voilà. Donc, les chiffres sont tombés. Les chiffres, ça l'a traumatisé visiblement. Il y a eu un sondage IFOP. Il y a eu un sondage IFOP. Même pendant les JO, ils n'ont pas. Voilà. Et c'est un drame, hein. Non, mais tu vois, je sers la société, je passe des messages importants. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Je dis, on va parler de rentrée des classes, c'est plus d'actualité politique, d'actualité de ce qui se passe dans le rock en ce moment, avec un petit revival qui me fait bien plaisir. Ah, tu vas parler d'Indochine, c'est ça ? Non, on n'en dira pas. Nous en dira pas plus. On va aller en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne ? Indochine va en Grande-Bretagne. Je pense pas. Je l'espère, je l'espère. Ça serait pas non, mais donc je suis ravie d'être là et ça va être fun cette saison. Et puis vraiment, merci à l'équipe de m'accueillir. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y aura une chronique, je pense que je vais être très inquiet. Moi, Oui, tu t'enfonces dans ta chaise. Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, on a creusé un trou sous ma chaise. Nous allons marquer notre seconde pause musicale. Et qu'allons-nous écouter tout de suite ? Je ne sais même plus, en fait. Mais tout est improvisé dans cette émission, de toute façon. C'était l'une des jeunes filles de la Starac, Margot Abad, qui va nous interpréter sa chanson Le Tour du Monde. Oh là là. Voilà. Bon, et en off, tu vas nous la chanter. Et en off, Mélina va nous la chanter a cappella. Ça va être magnifique. À tout de suite. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de Speed Radio, toujours accompagnés de Yann Roseau et de Shérif. Qu'est-ce qu'il y a ? Les dernières minutes de Speed Radio, tu nous en verras. Faux Speed Radio. Oh putain.
La radio va s'autodétruire. Éloignez-vous de c'est la votre matinale. ordinateur. Je ne sais plus où je suis d'ailleurs. Qui êtes-vous? Oui, les dernières minutes de l'émission. Entrée des artistes. Sur Speed Radio, toujours accompagné de Yann et de Shérif, qui maintenant commence à avoir de doutes. Est-ce qu'on a bien fait de venir faire la promo ici? Qui viennent nous parler de Des ombres et des armes qui se jouent en ce moment à la Manufacture des Abbesses. Alors, j'ai préparé un petit quiz. Mais alors, non, là, parce que le thème de la pièce est quand même quelque chose de très fort et très sérieux. J'ai pas fait dans la gaudriole, clairement. Trigger warning. Non. En fait, là, j'ai fait simple. J'ai été sur Internet, j'ai été chercher, dans le sens large du terme, des films qui ont un lien. Qui avaient le terrorisme comme thème, dans le sens large, vraiment. Et je vais juste vous donner 2 noms de comédiens. Et vous allez essayer de deviner le film. Tu testes notre Non, j'ai pris quelque chose d'assez... ou même le réalisateur. J'ai pris des choses qui ont été assez... dont on a déjà beaucoup entendu parler quand même. Hein. Mais c'est vraiment dans le sens large du terme du terrorisme. Je ne suis pas allé que sur les attentats qu'il y a eu en France. Première chose, Vincent Elbaz et Mélanie Bernier. Donc c'est un film français, vous avez compris. Ouais, c'est L'Assaut. Ouais. L'Assaut, est-ce que quelqu'un connaît ce film? Ouais, c'est sur le début du GIGN et l'assaut sur l'avion à Marseille. Exactement, tout à fait. Super film. Alors, Ridley Scott, Leonardo DiCaprio et Russell Crowe. Ennemi d'État. Mensonge d'État. Pas loin. On va quand même donner le point à Yann. Ouais. Mensonge d'État. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher non. Joel Edgerton et Jessica Chastain. Les Tuches 4. C'est Zero Dark Thirty. Ouais, c'est Zero Dark Thirty, qui était autour de la traque d'Oussama Ben Laden. Absolument. Steven Spielberg et Geoffrey Rush. Munich. Ouais. Munich. Ouais. Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin. Novembre, voilà. Alors, Alice Winocourt et Virginie Efira. Machine, ça. Revoir Paris. Revoir Paris. Ben Affleck et Morgan Freeman. Avengers 4. Ça peut. Hein. Je suis en train de chercher les terroristes d'Avengers. Shérif a vu le film avant tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Ben Affleck et Morgan Freeman. Déjà, le casting donne envie. Ouais, de ouf. Argo, mais il n'y a pas rien de Non. Tu me poses une colle, là. Attends, mais... Non. Le Benou, qu'est-ce qu'il a fait, le Benou, là, avec Morgan? C'est la somme de toutes les peurs. Oui. Là, j'ai juste donné le nom du réalisateur parce que ce film, on en a beaucoup entendu parler. Nicolas Boukrieff. Vive la France, non? France Facture. Putain, comment ça s'appelle? Il y a France dans le titre. Il y a France. L'affiche, c'était la Tour Eiffel. C'est ça. Qui faisait un. Oui, l'affiche avait fait scandale d'ailleurs. En même temps. Parce que la France, la Tour Eiffel était représentée par une Kalachnikov. Non. Vous n'étiez pas loin. Ouais, c'est un truc. C'est un bail comme ça. Vive la France. Bon, on va dire. Vous donnez, tant pis pour vous, c'est Made in France. Made in France, voilà. Ben oui, oh là là. Alors, j'ai honte de finir sur celle-ci. Michael Youn et José Garcia. Vive la France. C'est Vive la France. Ouais, c'est ça. Le terroriste d'un pays qui venait pour faire un attentat à la Tour Eiffel. Alors, je pense que mon micro était éteint parce que j'avais toutes les réponses. Et en fait, on n'a rien entendu. Je l'ai entendu. Mais oui. Alors là, on peut pas accuser ton micro parce que j'ai pas le casque. Donc si je t'avais entendu. Tu faisais un joli playback comme la chanson de la précédente. Ouais, en antenne, elle nous fait du karaoké. En live, elle nous fait du playback. Dès que c'est du cinéma, madame, on l'entend plus. On va, pour les quelques minutes d'émission qui nous restent, je voulais juste qu'on fasse un petit tour de table parce que voilà, le thème des ombres et des armes est un thème d'actualité très très fort. Et je voulais poser la question à tout le monde, autant à nos invités qu'à nos chroniqueurs. Est-ce que, au théâtre comme au cinéma d'ailleurs, est-ce qu'il y a des thèmes est-ce qu'on aurait maintenant on dit de plusieurs choses, on peut plus rire de tout, on peut plus parler de tout. Est-ce qu'au cinéma comme au théâtre, il y a des sujets sur lequel c'est encore compliqué de mettre en lumière. Là, dans Des ombres et des armes, c'est un peu tout ce qui s'est passé, même si, plus du côté psychologique autour du terrorisme qu'il y a eu en France après le 13 novembre.
mais tous les thèmes confondus, pas forcément le terrorisme. Je pensais également au film qu'il y avait eu avec Jean-Paul Rouve, là, comment il s'appelait ? Le consentement. Le consentement, Ouais. qui est un film magnifique, mais sur un thème absolument horrible. On avait reçu la saison dernière Andrea Bescon, qui avait parlé des chatouilles. Il y a des thèmes qui sont... Alors, il y en a qui diront que ces thèmes sont, j'allais dire anxiogènes, mais non, qui sont un peu étouffants, qui sont Bien durs. sûr. Enfin, je vais répondre en tant qu'auteur, mais Bien sûr, non, mais bien sûr, Yann. Si il y a un thème où il faut pas aller, moi j'ai envie d'y aller déjà. Bah oui. Oui. Une des raisons pour lesquelles j'ai créé c'est que c'est pas un sujet facile et Tout à fait, il y a un défi aussi de trouver le bon ton, le bon équilibre, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, il y a des sujets qui sont plus durs que d'autres, effectivement. Oui. Quand on fait une pièce comme ça, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, qui vont être, qui n'ont pas envie de se confronter à ça. Donc voilà, mais il faut l'assumer, il faut défendre le spectacle aussi, ce que ça raconte. Mais non, il n'y a pas de sujet interdit. Il y a des sujets moins commerciaux que d'autres. Clivant peut-être. Plus clivant, mais bon, on ne fait pas ça non plus pour... Enfin, ça dépend pourquoi on écrit et pourquoi on fait des spectacles. Il y en a qui le font pour avoir le plus grand succès possible et d'autres qui le font pour essayer de répondre à une ambition personnelle artistique. C'est deux choses différentes. Si on veut le plus grand succès personnel et faire des centaines de milliers d'entrées, on ne fait pas des ombres des armes. Oui, bien sûr. Voilà, Est-ce qu'on vous a déconseillé justement quand vous étiez en session d'écriture, on vous a dit non, tu ne devrais pas écrire sur ça Non, j'ai eu des flics un peu méfiants de la manière dont leur travail allait être dépeint. Voilà, mais déconseillé, non. On n'a pas de pression, on est libre. On est un théâtre indépendant, on fait ce qu'on veut, on ne rend compte à personne. Donc on a cette liberté de pouvoir s'attaquer au sujet qu'on veut, quand on veut, quoi. Vous en avez rencontré des policiers d'ailleurs pour... Ouais. On a rencontré, on a eu des consultants qui sont venus nous donner quelques tips aux acteurs sur le maniement des armes, sur les procédures d'arrestation, ce genre de détails, et puis partager aussi leur expérience. On a vu un flic qui avait été au Bataclan, dans un groupe d'appui au Bataclan, et qui avait vécu cette nuit-là, et qui avait raconté à la fois son expérience et son traumatisme un peu en creux, parce que lui était parti aussi de ça. Et donc voilà, c'était des choses qui permettent aussi de nourrir le travail des acteurs. À mon avis, il n'y a aucun sujet, aucun thème qui pose problème tant que l'intention et l'angle... Enfin, c'est surtout ça pour moi, à mon sens, qui pose question. Voilà, c'est l'intention et l'angle par lequel on aborde les choses. Il faut tout faire, il faut trouver le bon angle. Quoi, heureusement qu'on peut parler de tout, et même il faut parler de tout, parce que, en effet, c'est quand même aussi la base de la démocratie. S'il y a des sujets sur lesquels on ne s'autorise plus à aller, c'est là que ça devient vraiment problématique, je pense. Donc, mais en effet, oui, il y a des sujets, comme vous dites, où, par contre, il faut vraiment éviter de venir nourrir une caricature, de venir cliver les gens. Il faut que ce soit pas caricatural ni pathos. Quoi, voilà, sur un sujet comme ça, il y a une responsabilité supplémentaire par rapport à d'autres pièces que j'ai faites. C'est ça. De pas faire n'importe quoi, de trouver un bon équilibre, de pas et d'être le plus de pas se prendre dans la caricature ni dans un côté ni dans un autre. Donc c'est une responsabilité des recherches qui est Puis heureusement qu'il y a des gens justement qui ont l'audace d'aller écrire ou défendre des sujets qui de base on se dit c'est pas bankable, c'est pas sexy ou ça va pas comme tu le disais engranger du succès, mais sur des thèmes qui n'ont rien à voir, mais où personne n'y était allé. Sur cet été, quand même, juste avant l'été, un petit truc en plus, ça a cartonné au cinéma, alors que personne n'en voulait du film, parce qu'on lui disait le handicap, les gens n'ont pas envie de voir ça, les gens veulent de la joie et tout ça, et en fait, on peut. C'est exactement une question d'angle, en fait. Parce que tout dépend, la manière dont c'est écrit. Parce que là, tu parlais du film d'Artus, lui, quand il a voulu faire ce film, il ne s'attendait absolument pas à ce que ça allait devenir. Mais il a galéré, personne ne voulait de ce film. Bien sûr, oui, parce que, en fait, c'est aussi ça la question que je me posais, c'est quand c'est sur des thèmes aussi forts et bien traités, bien recherchés et tout, est-ce que les gens vont pas vouloir mettre des ronds dedans ou le programmer en disant non parce qu'on sait que ça va pas attirer le public, et ce qui est une erreur, ce qui a été le cas pour Artus, ce qui est le cas pour Désombrer des armes, puisque ça marche très bien. Financer des spectacles ou des films sur des sujets difficiles, c'est compliqué. Nous on a la chance, comme je l'ai dit, d'être nos propres producteurs avec Sophie, donc de faire ce qu'on veut. Voilà, après on prend les risques aussi, on assume les échecs, mais en tout cas on doit en rendre compte à personne, donc on a cette liberté artistique là. Mais c'est vrai que quand on a des producteurs et qu'on cherche des financements, des sujets comme cela, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de films sur ce sujet, il y avait le film avec Virginie Efira qui s'appelait Revoir Paris, qui était assez joli d'ailleurs, je l'ai trouvé. Donc ça existe, il y en a eu des pièces aussi, mais peu. La raison principale, c'est que c'est compliqué de convaincre des financeurs de suivre là-dessus, parce que a priori, on se dit ça va être compliqué quand même. Donc, c'est encore frais. Il y a eu des films, mais c'est pas des sujets simples. Donc, mais justement, quelle satisfaction quand quelqu'un défend un projet, arrive à le financer par quelques moyens, et que le public est là. Finalement, quand on voit que les spectateurs sont
rendez-vous. Enfin, vous, ça surtout que c'est un bien. cercle vicieux, c'est-à-dire que si on va pas sur un sujet parce qu'on se dit bah oui mais les gens sont pas prêts, ils ont pas envie de voir ça, bah oui mais du coup on leur montre toujours pas. Oui, et donc mais comme ils le auront jamais disait, c'est un envie, sujet qui est encore très ça frais. se termine jamais. C'est justement parce que c'est un sujet encore très frais, comme le disait si bien Zach. C'est peut-être aussi pour ça que les gens ont, je dirais pas l'envie, mais peut-être l'inquiétude de vouloir y aller. Et pourtant, regarde. Même si la qualité est totalement présente. Ça, Non, mais c'est un risque, oui. ça. Donc, il y a des gens qui vont ne pas venir à cause du sujet. On en a conscience, on n'est pas idiot. Donc, c'est un gros risque qu'on prend. En même temps, c'est l'histoire que on pense qu'il doit être raconté aujourd'hui. Après, voilà, les gens sont libres d'aller voir des bien sûr, ou d'aller voir au théâtre. Oui. Ou voilà, c'est une proposition parmi d'autres. Mais pour nous, c'est extrêmement important de faire ça. C'est la raison pour laquelle on monte sur scène aussi avec Sophie et les acteurs. Oui. Ce que disait Chérif aussi, c'est que les acteurs ils sont heureux de défendre cette pièce-là, je pense, parce qu'elle raconte quelque chose qui a un sens. C'est plus valorisant, je pense, pour eux de jouer ça plutôt qu'un Fédo, même si on fait rire et que c'est super. Voilà, ça raconte peu de choses quand même. Donc il y a un sens particulier et on est tous là pour cette raison-là. Tu voulais dire quelque chose, Zach, pour terminer Non, je repensais à Jérémy Ferrari, justement, qui quelques semaines avant le Bataclan, avant les événements du Bataclan, avait joué son deuxième spectacle, Vente de pièces à Beyrouth, qui évoquait justement le terrorisme. Juste avant, il fait un spectacle sur la religion, etc. Mais effectivement, on peut se poser la question de l'ambiguïté, ou est-ce que c'est touchy comme sujet, mais lui, il fait tellement de recherches que... En fait, il peut se permettre de dire ce qu'il veut parce qu'il ne souffre d'aucune ambiguïté. Tu vois, ce qui est le cas dans la pièce. Dans Des ombres et des armes, il n'y a pas de parti pris. C'est vraiment juste montrer la réalité crue et nette d'un côté comme de l'autre des personnages. Il n'y a pas de parti pris pour X ou Y. Et oui, parce que tout est nuancé, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Chérif d'être venu avec nous ce matin. Donc on rappelle Des ombres et des armes au théâtre de la Manufacture des Abbesses les jeudis, vendredis, samedis à vendredi, samedi à 21h et dimanche 17h. Et à Noisy-le-Grand le 7 novembre et le dimanche à 17h. Également, promis Aurélie, je viens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci, c'est pas la fin de Speed Radio. Non, c'est la fin de notre émission seulement pour aujourd'hui. Nous, on se redonne rendez-vous jeudi. Merci Élise, merci Mélina, merci Zach. Nous, en tout cas, on va courir venir à la Manufacture des Abbesses. Venez nous voir. Avec plaisir. Et on se dit, nous, à jeudi. Très bonne journée à tous. Au revoir.